Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je devrais dire aussi bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 18h30 en France et il est 12h30 au Québec. Vous comprendrez pourquoi. Bienvenue à La Rochelle pour cette table ronde consacrée à un vaste sujet, les relations art-sciences et ses déclinaisons, sujet que nous allons appréhender avec notre panel d'invités. Vous ne le voyez pas, mais derrière ce rideau noir, il y a une vue splendide de La Rochelle où il fait un temps superbe. Il fait assez bon sur ce plateau aussi, je ne vous le cache pas. J'en profite, puisque je parle de l'endroit où nous sommes, pour remercier les Francopholies de La Rochelle qui nous ont permis de nous installer dans ce studio qui est leur lieu chantier. Donc, ce webinaire est proposé aujourd'hui à La Rochelle par le réseau ACNUM. Il sera d'ailleurs disponible à la fin sur le site d'ACNUM, acnum.org. ACNUM, c'est donc localisé dans le cadre du festival 01 qui bat actuellement son plein et qui est un des éminents membres du réseau. Depuis 6 ans, ce festival d'arts hybrides et culture numérique est organisé d'une main de maître par les étudiants du master direction de projets audiovisuels et numériques, dirigé par Diego Jarac, et ils réalisent aussi ce webinaire et je les remercie chaleureusement de leur investissement. Nous avons qu'une petite heure, 30 et 6 intervenants, soit un temps qui va passer très très vite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons co-animer ce webinaire avec Luc Brou, qui est membre d'ACNUM, coordinateur de la plateforme Agriculture numérique Normandie Oblique et co-directeur du festival Intertilt à Caen. Beaucoup de casquettes, ça va être le cas de tout le monde à peu près lors de ce webinaire, vous le verrez. Quant à moi, je suis Céline Berthouet, je ne vais citer qu'une casquette qui est celle d'être présidente du réseau ACNUM et qui est un grand honneur pour moi. Alors, pour rentrer en effet dans le vif du sujet, Luc, tu vas nous poser les bases du débat et puis on reviendra sur ces bases tout au long de cette heure et demie. Oui, des bases qui ne seront pas exhaustives étant donné la vastitude du projet. Donc, la relation art-science implique la notion de recherche et donc celle-ci élargit le champ d'action à la recherche en art et à la notion de recherche-création. Et cette notion de recherche, c'est celle de la rencontre qui arrive dans cet espace intermédiaire d'une grande porosité entre art et science. Toutes ces dimensions ne recouvrent pas la même chose. Donc, comment saisir la variété des approches, des méthodologies et des productions, également la variété des territoires et des histoires dont tous les invités sont les représentants. Parlons-nous de la même chose? D'ailleurs, d'où parlons-nous? Avons-nous les mêmes objectifs? Et dès lors, comment se situer et pourquoi se situer? De là, quelles sont nos perspectives si l'on considère constituer une communauté d'idées ou un ensemble de réseaux ou les deux? Nous pouvons lister sans ordre d'importance quelques questions. L'interaction de l'université avec des structures extérieures, la communication entre les réseaux, l'état des lieux de cette relation art-science, quelles sont les ressources existantes, quelles sont les ressources à inventer, ou encore la portée des démarches art-sciences à l'étranger et avec d'autres réseaux, dont Hexagramme, à qui je vais m'adresser, à Manuel Frère et à Jean Dubois. Donc, avant que vous me présentiez Hexagramme, je voudrais votre point de vue sur cette notion de recherche-création. Et là, je vais citer Éric Dair et David Gauthier qui ont dirigé l'ouvrage collectif L'art de chercher l'enseignement supérieur face à la recherche-création, qui fait suite à un séminaire qui s'est tenu dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon en 2019. Et donc, pour qui la recherche-création, c'est la recherche dans et avec l'art, c'est-à-dire dans une double appartenance, la recherche que l'art lui-même permet de développer et la recherche comme action sur les formes même de la recherche. Si cela vous inspire. Je pourrais commencer, mais je pourrais commencer à répondre. D'abord, je veux dire, le terme recherche-création avec le trait d'union a été émerge d'un désir à l'Université du Québec à Montréal, dans les années 80, à reconnaître la création au même titre que la recherche à l'université. Donc, le terme avait été créé pour cela et il a été intégré par la suite à des programmes nationaux de financement de la recherche. Donc, comme vous l'avez dit, la recherche-création, c'est avec et dans. On pourrait aussi dire
ça se distingue de la recherche sur la création et de la recherche pour la création. Nous, on parle de recherche par la création. Donc, la création doit répondre à des questions de recherche. C'est la méthodologie utilisée pour répondre aux questionnements, aux problématiques qui sont développées par les chercheurs. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille plus loin, mais peut-être on pourrait faire le tour par la suite, parce que je pourrais vous en parler très longtemps. Oui, et peut-être Manuel, de parler du réseau Hexagramme, qu'on sache un peu mieux maintenant à partir d'où vous parlez, ce qu'est ce réseau. Alors juste avant, je vous signale qu'il y a Julie Sauré qui est sur le plateau et qui vous salue. Donc vous aurez l'occasion d'échanger. Je crois que vous vous connaissez, on se connaît tous un peu, mais voilà. Donc elle est ravie de vous voir d'ores et déjà. On vous écoute, Manuel. Je suis également ravie de retrouver Julie sur ce plateau aujourd'hui. D'ailleurs, je te salue, Julie, une ancienne collègue de 2018-2019. À propos de la recherche-création, comme le disait Jean, la recherche-création telle qu'on la connaît au Québec est institutionnalisée depuis assez longtemps par rapport à d'autres contextes. Moi, j'ai une expérience double en Europe et au Québec. Et donc, je m'aperçois et je sais que la recherche-création, telle qu'on la pratique et on la connaît au Québec, elle a quelques variantes, elle a quelques différences avec l'Europe, mais elle est aussi en relation avec d'autres pratiques de recherche qui existent déjà en Europe et qui ont parfois d'autres désignations et qui portent d'autres noms. À Hexagramme, la recherche-création, elle existe depuis 20 ans. D'ailleurs, Hexagramme fête cette année ses 20 ans. Et le réseau Hexagramme, je vais en profiter pour nous introduire, est un réseau international dédié donc à la recherche-création. Il est composé de 44 membres co-chercheurs et co-chercheuses qui sont affiliés à des universités et en fait une école supérieure, donc au total 8 institutions québécoises. Et les membres co-chercheurs proviennent de différentes disciplines. Et beaucoup d'entre eux, peut-être la majorité, sont des chercheurs créateurs. On va sûrement reparler de cette notion aujourd'hui. Le réseau Hexagramme est aussi constitué de 200 membres étudiants-chercheurs. Ce sont surtout des étudiants du 2e et du 3e cycle dont les recherches sont dirigées par les membres co-chercheurs. Et finalement, le réseau a aussi environ 50 membres collaborateurs et collaboratrices. Et parmi ces derniers, il y a non seulement des chercheurs et des créateurs dans les milieux institutionnels, mais il y a aussi des professionnels des milieux de pratique et des industries créatives. Et donc, le réseau a commencé en 2020 un nouveau cycle de 7 ans, qui marque aussi un renouvellement de sa mission, de ses activités, dont je vais laisser Jean en parler davantage. Est-ce que je poursuis? Oui. Donc, Hexagramme est un réseau dédié à la recherche-création où se croisent les arts, évidemment, les cultures et les technologies. Et de plus en plus, les méthodes reliant les sciences aux arts de manière différente, autant avec les sciences sociales et humaines qu'avec les sciences naturelles et les sciences du génie. Donc, leur premier objectif est d'abord d'appuyer et de promouvoir les méthodes de recherche-création dans les milieux universitaires. Ce n'est pas toujours gagné d'avance, ce n'est pas toujours très bien compris dans les autres domaines disciplinaires. Deuxième objectif, c'est non seulement de mettre en relation les différents types d'approches artistiques, autant en art vivant, en art médiatique ou en design, que de mettre les arts en relation avec d'autres disciplines, comme je le disais, qui peuvent toucher à l'anthropologie, au génie électrique, à l'informatique, à l'astronomie, à toute forme de disciplines scientifiques. Et le troisième objectif, c'est de ne pas rester en vase clos à l'université, mais bien d'échanger, de partager de manière réciproque avec les milieux professionnels et les organisations culturelles, autant au niveau des méthodologies de création que du partage des connaissances entre les arts et les différents domaines de la connaissance. Donc, on a 3 axes qui nous permettent d'articuler nos activités, et notamment avec des grands festivals d'art numérique, par exemple, ou avec des associations d'artistes locales ou
ou nationales. Donc, il y a différentes approches. Donc, on est très connecté avec le milieu courant de la création artistique. Nous ne sommes pas seulement dans une tour d'ivoire universitaire. Merci beaucoup pour cette mise en jambe avec la présentation du réseau Hexagram au Québec. Retour sur le plateau, je rêvais de dire ça à un moment ou à un autre, donc hop, c'est fait. Je me tourne vers Olivier Kahn. Donc Olivier, on a déjà parlé de recherche-création. Alors vous avez de nombreuses casquettes, Olivier également, je vais en donner deux. Directeur de la Diagonale de l'Université Paris-Saclay, direction culture, arts, sciences, société. Et vous êtes coprésident d'un grand réseau national, art plus université plus culture, plus connu sous le petit nom de AUC. Ne vous étonnez pas si je dis UAC régulièrement, c'est complètement normal, c'est quasiment certain que je vais la faire au moins une ou deux fois. Donc on a déjà parlé de recherche-création. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que serait, comment vous parleriez vous de la question art-sciences, Olivier, soit en répondant à ma question directement, soit éventuellement, si vous voulez, en le faisant à travers la présentation de ces deux entités que sont la Diagonale et AUC. Ah ben non, je ne me suis pas trompée finalement. Très bien. Oui, donc du coup, en fait, AUC, on a un sujet spécifique d'intérêt qui n'est pas exactement l'arrêt science, mais l'arrêt science est très, très lié à ce qui nous intéresse, puisque nous, on s'intéresse à l'action culturelle dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, de fait, on s'intéresse beaucoup à la présence artistique, on s'intéresse beaucoup à la pratique, justement, dont on a parlé, des liens entre la création et la recherche, et on s'intéresse aussi au croisement qu'il peut y avoir entre les territoires et leurs universités, etc. Donc, c'est vrai que du coup, de fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aborde les sujets arts et sciences. Et c'est vrai qu'on le fait en lien avec d'autres réseaux et on apporte la spécificité de justement connaître un peu les mécanismes des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français qui sont particuliers, qui ont des modes de fonctionnement qui ne sont pas toujours simples. C'est pour ça aussi qu'on interagit avec des réseaux professionnels, notamment d'autres métiers universitaires. Est-ce que vous avez besoin d'un petit support slide que vous avez préparé pour peut-être parler de la diagonale? Alors, oui, bah, si vous voulez, on peut passer le support sur AUC, comme ça vous donnera le détail, parce que là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que voilà, ce n'est pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et si alors on parle un peu plus spécifiquement de la diagonale pour voilà. Poser le cadre complet? Alors, la diagonale, elle s'appelle comme ça parce que justement, son rôle, c'est de tracer une diagonale entre les territoires, de tracer une diagonale entre les lieux de recherche et d'enseignement et l'extérieur, de tracer une diagonale entre les disciplines. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a construit une direction qui soit à la fois sur des sujets culture, arts, sciences et société dans l'Université Paris-Saclay. C'est pour ça qu'on a mis des points médians parce que justement, on est toujours dans des activités qui sont au croisement et à l'hybridation de ces différents champs. Oui, alors évidemment, cette question des croisements et des hybridations, je pense que ça va revenir à peu près systématiquement dans vos différentes interventions. Luc, on se tourne maintenant vers Julie. Julie Sauret, qui est également sur le plateau. Oui, moi j'avais donc une question, là aussi avant de parler de la chaire Arts et Sciences et Exoplanète, justement sur cette question de recherche-création, votre réaction et aussi cette relation à l'enseignement, où je pense que vous êtes aussi dans cette relation de transversalité, de porosité avec d'autres structures. Comment vous la travaillez justement dans ces deux environnements? Alors oui, ben, la chaire Arts et Sciences en fait n'est pas tant une chaire d'enseignement qu'un programme de collaboration qui rassemble deux établissements et la Fondation Carasso, qui est notre mécène et partenaire et qui développe un programme art citoyen. Et dans ce cadre-là, a créé la chaire avec l'école polytechnique et l'école scientifique et la Nationale supérieure des arts décoratifs, donc école d'art et de design, et au sein desquelles en fait, il existait déjà des programmes, des collaborations arts et sciences avec la laboratoire de recherche des arts déco, et puis un programme arts et sciences qui est né des années 90 avec des artistes en résidence à Polytechnique.
Mais la création de la chaire Art Sciences, qui a failli s'appeler la chaire Art Sciences Société, parce qu'il y avait vraiment cette idée justement de faire connaître et faire sortir un petit peu les scientifiques de leur laboratoire, de conjuguer un peu une exigence académique, évidemment, mais aussi des démarches pédagogiques, des relations aux citoyens ou au grand public, et plus particulièrement sur la question de la recherche-création, c'est de permettre de développer des connaissances par la recherche par la pratique. On va dire, ça va être un mot qui revient souvent, c'est que c'est le développement, par exemple, d'installations artistiques sur des phénomènes scientifiques, mais qui permettent après d'en tirer des connaissances qui peuvent éventuellement aussi contribuer à la recherche. Donc moi, j'essaierai de définir ça sur l'enseignement de recherche basé sur la pratique. Un mot sur Exoplanète, peut-être. Je sais que sans doute Hervé Perard y reviendra, mais vous êtes plusieurs. On est plusieurs à être plusieurs. Je travaille pour la chaire Sciences, mais je viens surtout au titre d'Exoplanète, même si la chaire Sciences en soi est déjà un petit réseau, puisqu'elle connecte déjà 2 établissements et une fondation. Et Exoplanète a été créé en fait en 2018. Il a été officiellement lancé en 2019. Il rassemblait 7 structures et il rassemble aujourd'hui, en fait, c'est mouvant. On est 7 à 10 structures arts et sciences en Île-de-France. À Paris, en Île-de-France, de la Biennale Nemo jusqu'à la Diagonale, en passant par la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay, le collectif Culture 91 en Essonne, parce qu'il y a près de la moitié qui sont des structures en Essonne. Évidemment, le plateau Saclay rassemble une partie importante de la recherche aujourd'hui. C'est à la fois une question de territoire et de thématique, parce qu'on s'est rassemblés en se rendant compte qu'on avait tous, en 2019, une programmation qui traitait en gros de notre interdépendance au vivant et à des questions de notre lien au végétal, aux plantes, etc. Et à des liens sur plus notre lien à la technique, à des questionnements anthropotechniques. La Biennale Nemo en 2019, c'était le feu du genre humain. Et que finalement, c'était un peu les 2 revers d'une même médaille. Voilà comment on s'est au début constitué en initiative, en mutualisant notre communication et notre programmation. Et puis, à force de se côtoyer, on est en train de devenir un réseau. Et je vous parlerai peut-être un peu plus tard de notre programmation. Très bien, merci Julie. Alors, je vais me tourner vers l'écran pour saluer Marie Albert qui n'est pas venue à La Rochelle. Et Marie, tu as eu tort, car vraiment, d'abord le Festival 01, c'est super, et ensuite, on s'amuse vraiment bien. Mais tu es là ce soir et c'est quand même le principal. Tu es directrice de production de Dark Euphoria qui est à Marseille depuis peu, mais tu as travaillé pour le programme Start. Je te laisserai en parler, mais je vais te laisser en parler à travers d'exemples concrets de collaboration entre artistes scientifiques et ingénieurs avec un objectif d'innovation, comme ça, à travers la présentation des différents endroits à partir d'où vous parlez, des différents endroits d'où vous intervenez les uns et les autres. Ça nous permet comme ça d'avoir un espèce d'état de l'art de ce sujet. Peut-être apporter un éclairage pour commencer, Marie, sur ce qu'est le programme START et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un objectif d'innovation dans des collaborations entre artistes scientifiques et ingénieurs. Bonsoir et merci Céline. Oui, moi je suis très déçue de ne pas être sur place avec vous. Alors nous, en effet, le programme START, on va, je ne sais pas si on peut dire plus loin que la recherche-création, mais en tout cas, on est encore sur des objectifs différents, puisque donc c'est un programme qui a été lancé par la Commission européenne il y a un peu plus de 5 ans, qui vise à soutenir des collaborations entre art, sciences, mais aussi industrie, et en effet, dans un objectif de recherche, mais aussi dans un objectif d'innovation très concrète en fait. L'idée de START, c'est, donc juste pour rappel, c'est un sous-programme en fait du programme Horizon 2020, qui est maintenant Horizon Europe, qui est donc le programme de recherche-innovation de la Commission européenne.
Et l'idée, c'est de dire, si on veut une innovation en Europe qui soit plus créative, plus durable, plus inclusive et avec une plus grande valeur ajoutée pour la société, peut-être que c'est intéressant de ne pas la laisser uniquement entre les mains des chercheurs ou des ingénieurs, mais de l'ouvrir aux visions et aux contributions des artistes. Donc concrètement, tout le programme STAR s'est décliné sous plein de formats différents qui allaient de la résidence d'artistes dans les laboratoires de recherche, dans des grandes plateformes d'innovation au service de recherche et développement, mais aussi dans des startups, ou dans des Fab Labs, ou dans des laboratoires de prototypage, etc. Ça a été aussi des workshops pour justement savoir comment concrètement déployer ces collaborations entre des personnes qui ne parlent pas forcément le même langage et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. En tout cas, au départ, on n'imagine pas forcément qu'un artiste va vouloir réinventer l'industrie automobile de demain, si je vais un peu dans des caricatures. Donc voilà, comment on fait collaborer ces gens-là, comment on trouve des points d'intérêt communs. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que justement ces points d'intérêt communs, on s'est rendu compte que c'était pas forcément donc des disciplines, etc., mais c'était plutôt des grands défis de société. Qu'est-ce que c'est la ville de demain? Qu'est-ce que c'est la mode de demain? Qu'est-ce que c'est la production de matériaux éco-conçus, etc., de demain, etc. Et ça, c'était des challenges où on pouvait faire se réunir des gens avec des backgrounds aussi différents que des artistes, des ingénieurs, des codeurs, des développeurs, des scientifiques, etc. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Après, c'est un travail de longue haleine, on va dire, et avec des résultats très intéressants et vraiment partagés des deux côtés. Donc nous, en fait, dans STAR, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaillait pas uniquement sur le fait que les artistes vont s'inspirer de la technologie ou de la science pour créer, mais plutôt de savoir comment la science ou la technologie peut être inspirée par ce que font les artistes. Donc concrètement, on a eu des artistes, on a une artiste designer de mode qui a travaillé dans un laboratoire sur le génome humain, sur des représentations des chromosomes à travers des textiles connectés, mais aussi à travers la méthode, à travers du tricot, en fait, donc des choses très artisanales. Voilà, on a eu des designers qui ont travaillé sur l'impression 3D de plastique recyclé en lien avec une start-up qui faisait l'impression 3D à très grande échelle. Voilà, on a eu des projets plutôt autour de tout ce qui va être réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. pour travailler sur d'autres perceptions. Par exemple, un projet de travailler sur la question des gros plans dans la réalité virtuelle, qui est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant forcément pour la technologie, mais qui est hyper intéressant pour les réalisateurs de théâtre ou de cinéma. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, si on laisse ces développements technologiques que entre les mains de l'industrie ou des gens de la tech, peut-être qu'on va mettre tout un pan de développement technologique complètement à part qui ne sera jamais exploré. Donc c'est un peu ça l'idée de Start. Je m'arrête là, peut-être pour... Merci beaucoup Marie. On reviendra sur certains points que tu as évoqués tout à l'heure. Luc? Oui, je vais passer la parole à Hervé Perrard, à qui je vais d'abord évidemment poser une question. Hervé, à qui je dis bonjour et qui alors n'échappe pas non plus à l'activité multiple tous azimuts, entre le réseau ACNUM, le réseau TRACE dont on va reparler, le festival Siana, également, je crois, un poste d'élu. Et donc, de tous ces points de vue-là, la question c'était quels sont plutôt les enjeux des politiques culturelles vis-à-vis de ce type de création et ce type de collaboration et de réseau, selon vous? Tu as 5 minutes, Hervé. Non, tu peux Merci, développer. Luc, c'est une bonne entrée. C'est une bonne entrée. Non, c'est une bonne entrée parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis rentré par Siana il y a un peu plus d'une quinzaine d'années là, sur la problématique de collaboration entre des scientifiques, mais des gens qui venaient plutôt des sciences sociales sur ce que les cultures numériques allaient percuter nos pratiques de production et notre relation à l'art. Et cette rencontre-là s'est faite, mais elle s'est faite un petit peu au coup par coup. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce
d'endroits un petit peu pirates comme ça, où se fabriquait la nécessité des rencontres entre des artistes qui étaient accompagnés par la scène nationale d'Évry et puis des enseignants-chercheurs qui travaillaient sur la dimension, les effets sociétaux en fait, de ce qu'on appelait la révolution numérique à l'époque, qui maintenant n'est plus une révolution du tout. Et donc, c'était vraiment très difficile de construire des compagnonnages. Et pour des gens qui viennent du milieu artistique, culturel, traditionnel, c'est assez perturbant de n'être que sur des projets éphémères, parce qu'un artiste, ça se construit dans le temps, dans la durée, les langages évoluent dans le temps et dans la durée, et donc les formes de partenariat qu'il fallait inventer absolument étaient assez inédites, parce que les logiques des établissements culturels et les logiques des établissements universitaires ou les grandes écoles, moi c'était entre autres une école effectivement d'ingénieurs en numérique qui avait créé le festival Siana, ça ne correspondait pas. Et donc, ce qui a commencé à circuler autour des années 2004, 5, 6 et tout ça, c'était la création du modèle de l'Hexagone au Mélan, avec son partenariat avec le CEA, donc, qui a construit l'atelier Art Sciences sur un modèle qui nous a effectivement beaucoup épaté, parce qu'en fait, il y avait une vraie, un lien fort avec des personnes détachées de chaque institution pour travailler ensemble, définir les résidences ensemble, les projets ensemble. Et donc, ça, c'est une chose qui nous a complètement fasciné, attiré. On venait voir un petit peu comment construire ce type de partenariat. Et puis, à force de se rencontrer sur cet établissement-là, effectivement, on a monté un réseau plutôt d'acteurs culturels, plutôt venant du spectacle vivant au début. Donc, il y avait la scène nationale d'Évry, maintenant qui s'est un petit peu retirée. Et donc, effectivement, on avait la volonté de créer à l'intérieur du secteur culturel les conditions favorables pour dialoguer avec tout le milieu scientifique universitaire. Et pour ça, parce que c'est vrai que sur ce qui apparaissait assez nettement, c'était que sur les projets art-sciences, il y avait un certain nombre, imposture, c'est un peu fort, de malentendus en tout cas, je veux dire de détournements, voilà, on va dire, de choses qui étaient du commentaire, qui étaient une utilisation de textes et tout ça, et non pas la construction la co-construction d'un langage commun, d'une démarche commune de recherche. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'était en 2015, donc ça commence à dater un peu. On a créé effectivement une charte pour dire, voilà, quelles sont les conditions un peu de respect mutuel pour bien travailler ensemble et pour approfondir ces conditions de travail. C'est vraiment, vraiment important. Et puis aussi, à l'intérieur de cette démarche-là, après avoir adopté la charte, on s'est dit, on a des chantiers à explorer. Et donc, les chantiers venaient un petit peu des schémas traditionnels. Je vous dis, on vient vraiment des institutions culturelles classiques, quoi, scène nationale, il y a des compagnies et tout ça, au départ. Ça a bougé. Et donc, on a créé des lieux un petit peu de discussion, de confrontation de nos pratiques. Il y avait 4 chantiers principalement. Un qui c'était autour de la création-diffusion, comment on crée, comment on diffuse. C'est aussi assez classique parce que finalement, je veux dire, quand on accompagne des artistes, à la fois, il faut leur donner du temps, et puis il faut aussi leur donner des moyens. Et comme on n'est pas nombreux dans l'accompagnement de ces démarches artistiques, finalement, dans ces lieux de rencontre, on parle assez facilement de coproduction, d'accompagnement à plusieurs. C'est un classique des politiques culturelles traditionnelles. Voilà, donc création-diffusion, c'est un vrai chantier qui fonctionne comme ça. On n'est pas toujours très nombreux à accompagner des choses, mais le fait est qu'on partage beaucoup d'artistes. On partage beaucoup d'artistes, c'est une curiosité, c'est une pratique très courante aussi chez ACNUM, puisque je viens de temps en temps aussi
à des rendez-vous, des événements, des festivals. Et donc, c'est vraiment absolument nécessaire. Il y avait une autre démarche qui était ressources et territoires, qui a beaucoup bougé dans les noms. En fait, c'était beaucoup la dénomination Arscience, c'était savoir comment, qu'est-ce qui se passe exactement, arriver à nommer ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, on a beaucoup de mal à le nommer. Et donc, on a entrepris de faire des enquêtes approfondies à l'initiative d'un des acteurs de Trace qui a travaillé sur la région Occitanie, Thierry Beige pour le nommer, sur Passerelle, donc la structure culturelle artistique qui s'appelle Passerelle. Ils ont donc créé une forme d'enquête approfondie, surtout qu'est-ce que les gens racontaient autour de leur collaboration. Et effectivement, on a appelé ça maintenant ressources et territoires parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans des écosystèmes de collaboration. C'est-à-dire que finalement, il fallait pour que des artistes travaillent avec des chercheurs et peut-être avec d'autres acteurs locaux, il fallait qu'il y ait une proximité, un apprivoisement progressif des termes du contrat. C'est d'ailleurs lorsqu'on a fait une réunion en février 2020 sur ce sujet à Grenoble, la question même de quels sont les termes qu'on pose et qu'on a partagé avec A+U+C, c'est-à-dire il y avait beaucoup de membres universitaires, était vraiment au cœur de nos préoccupations. Comment travailler? Qu'est-ce qu'une résidence? Quel temps? Tout ça. Je vais essayer d'aller vite. Et puis, j'évoque assez rapidement les deux derniers chantiers. Un qui était sur l'Europe, assez classique, parce qu'effectivement, il s'agit de voir aussi comment ces méthodes de travail entre artistes qui sont sans frontières, entre chercheurs qui sont sans frontières, arrivent à cohabiter différemment dans d'autres pays. Et ça, ce sont des rencontres assez régulières qu'on fait pour approfondir cette question-là et s'inspirer des autres. Et enfin, le dernier chantier est donc plutôt sur l'éducation artistique et culturelle, auquel on a rajouté un terme qui a longtemps fait débat, parce qu'on ne sait pas comment parler d'écologie. Alors, vous l'avez compris, Luc l'a évoqué, moi j'ai en plus un passé d'écologiste militant élu et tout ça, et donc c'était vu avec beaucoup de suspicion le fait que l'écologie pouvait être une récupération politique, et donc on a préféré employer le terme de terrestre et l'emprunter à Bruno Latour qui a écrit des textes remarquables là-dessus. Et donc effectivement, on explore les processus de co-construction dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle entre artistes et scientifiques, dans le cadre de sujets qui ont trait à quelles sont les sciences du terrestre, quelles sont les sciences de l'écologie qu'on peut mettre en œuvre, où se crée le dialogue, qui est devenu du coup un axe fort de notre travail, qui est un rendez-vous qu'on pose à Avignon le 19 juillet prochain. Je crois que j'étais un peu long, donc je vais m'arrêter là. Merci Hervé, le réseau Trace n'a plus de secret pour oui, nous à présent. D'ailleurs, on va noter d'ailleurs cette date du 19 juillet. Hervé, tu as balayé quand même pas mal de choses sur lesquelles on va revenir assez rapidement. Moi, je voulais refaire un commentaire sur la notion de territoire, parce que contrairement à d'autres secteurs artistiques qui sont extrêmement structurés, je pense au spectacle vivant d'une façon générale ou aux musiques actuelles, où finalement il y a une très grande homogénéité sur le territoire en termes d'équipement, en termes d'équipement et en termes de méthodologie de travail et de financement. Sur ce champ art-sciences, on a quand même des particularités de région par région. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le réseau ACNUM s'est constitué d'abord dans un réseau de rencontres interrégionales, pour que chacun puisse faire remonter ses propres réalités, puisque pour avoir été notamment à la scène nationale, à la scène de recherche à Paris-Saclay récemment, si je le compare à notre environnement d'où je vis en Normandie, évidemment, ça n'a strictement aucun rapport. Les constructions ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, après ces quelques présentations, on a une espèce quand même de cartographie qui est représentative, mais non exhaustive de cette scène, si on peut la formuler comme ça. Donc, pour commencer à discuter un peu d'un état des lieux de cette relation, même si ça semble un peu ambitieux, j'ai une question à vous poser, alors peut-être à Olivier, aussi à Jean et à Manuel. Est-ce que cette relation nous semble, à nous, en tout cas Céline et à moi, vivace et vaste,
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette perception-là ou vous êtes plutôt dans une continuité finalement voilà, est-ce qu'il y a un caractère malgré tout nouveau? Vous avez quand même posé des jalons un peu historiques, parce qu'on sait que cette relation n'est pas nouvelle en tant que telle. Mais est-ce que néanmoins, aujourd'hui, on ne serait pas en train de vivre une situation, ou en tout cas une évolution particulière? Olivier, vous avez été particulièrement sobre dans la présentation, donc je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes intarissable, donc vous pouvez prendre du temps pour répondre à cette question. On a un temps de parole comme les hommes politiques en campagne. Oui, c'est ça, je chronomètre en fait. Donc oui, oui, je veux bien terminer sur ce sujet-là. Déjà, je pense que ce qui est compliqué, effectivement, quand on parle d'arrêt science, c'est que, comme on l'a dit, c'est vraiment un écosystème qui englobe comme ça des situations qui sont très différentes les unes des autres. Et effectivement, l'artiste et le chercheur qui travaillent sur un temps long autour d'une œuvre hybride qui vont alimenter, qui vont faire évoluer au fur et à mesure, on n'est pas du tout dans la même relation que, par exemple, comme chez nous, des chercheurs qui vont s'impliquer sur un appel à projet avec un artiste sur une œuvre qui va aboutir ou pas d'ailleurs, et qui vont pas forcément continuer ou qui vont être en croisement avec un artiste qui va être en résidence dans leur labo. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà assez compliqué parce qu'on pense de l'extérieur avoir une vision assez homogène, alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail, c'est vraiment très, très hétéroclite les différentes relations art et sciences. Et ensuite, c'est vrai que si je prends l'exemple de l'Université Paris-Saclay, pour l'instant, on reste sur l'ensemble des chercheurs, sur un nombre très restreint de chercheurs qui ont des projets avec des artistes. Et c'est vrai que nous, par exemple, on l'a vu, les appels à projets diagonales, les premiers ont été lancés en 2014. Il y avait juste quelques chercheurs qui déjà étaient dans cette mouvance-là, qui ont candidaté. Et pour certains, quand ils ont eu des œuvres qui se sont faites dans leur labo, ça fait un peu comme une tache d'huile où on a vu comme ça, à l'appel à projet suivant, 3-4 chercheurs de leur labo candidatés aussi. Donc, c'est vrai que c'est en train aussi de se développer de cette manière-là. Mais donc, cette impression que c'est extrêmement vivace, et malgré les difficultés que soulignait Hervé sur les questions du suivi par les politiques culturelles, entre autres, évidemment, parce que quand on parle d'arts, on peut parler aussi des politiques dans le champ de l'enseignement-recherche. On est quand même face à une scène qui tend vraiment à se développer avec peut-être des artistes émergents ou même des jeunes scientifiques qui sont de plus en plus tentés par ces nouvelles formes ces formes de collaboration. Alors, moi, je vais parler du côté des établissements d'enseignement supérieur de recherche. Effectivement, j'aurais sans doute un point de vue différent que les personnes qui sont présentes aujourd'hui à la table ronde. Du point de vue des établissements, en fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, l'art est au croisement d'autres champs. Et c'est vrai que l'université, elle envisage d'abord ces deux missions fondamentales en priorité, l'enseignement et la recherche. Et c'est vrai que du coup, l'art et la culture vont s'insérer là-dedans. Donc, c'est vrai que, par exemple, au niveau de l'enseignement, on a tous les programmes en recherche-création qui sont en train de se développer. Et effectivement, moi, j'ai pu participer au programme là, qui est en train de se monter à la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay. Et c'est vraiment intéressant de voir comment, par la pratique, comment, par la rencontre avec l'artiste, on va justement permettre de changer la façon d'enseigner, de faire en sorte que les étudiants s'approprient la matière scientifique d'une autre manière. Et après, du point de vue de la recherche aussi, nous, c'est vrai qu'on a un enjeu de la relation science-société. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre art et sciences, c'est que du coup, on approche le sujet scientifique par un prisme complètement différent. On n'est pas dans un discours scientifique, on n'est pas forcément dans l'explication de notions scientifiques ou même dans la démonstration de phénomènes scientifiques. On peut être, par exemple, dans une approche très sensorielle et donc, on va toucher des personnes qui vont pouvoir, d'une certaine manière, s'approprier le sujet scientifique et rencontrer des chercheurs et rencontrer le monde de la recherche, alors qu'ils ne le feraient pas spontanément sur des dispositifs de médiation ou de vulgarisation scientifique. Ouais. Je me tourne vers Manuel et Jean. Là, on était sur la scène plutôt française. Du côté du Québec, vous diriez aussi qu'on est face à une scène où des types de collaborations qui tendent à se développer, ou finalement, après 20 ans d'expérience d'Hexagramme, vous trouvez qu'on est dans une forme de continuité? L'un ou l'autre. Je dis Manuel, allez. Okay. Moi, je commencerai peut-être par préciser que dans notre langage à nous, je pense que j'ai entendu souvent Olivier parler de
l'artiste qui rencontre le chercheur. Dans notre langage, l'artiste-chercheur rencontre le chercheur scientifique. Je pense qu'il y a, nous, à Hexagramme, on parle donc de recherche-création, donc d'artistes dont la démarche a déjà une certaine reconnaissance dans les milieux institutionnels en tant que recherche, qui est, je pense, c'est quelque chose qui est en développement ailleurs dans le monde, et je dirais à beaucoup d'endroits. Alors, je pense qu'il y a une différence entre amener l'artiste du milieu de pratique dans le laboratoire scientifique et de faire rencontrer et de faire collaborer l'artiste-chercheur qui a déjà une démarche de recherche validée, reconnue dans l'institution de recherche avec l'artiste, avec le chercheur scientifique. Donc déjà là, je pense que ça change un peu la rencontre et la collaboration. C'est deux types de collaboration différentes dans ma façon de voir, de faire l'artiste du milieu de pratique rentrer dans le laboratoire et faire deux chercheurs, un du milieu des arts et l'autre du milieu scientifique, se rencontrer et collaborer. Et nous, Hexagramme, le mandat d'Hexagramme et depuis 20 ans est beaucoup de démontrer et d'expliciter la recherche-création et la création en tant que recherche. Et donc, c'est des rencontres effectivement différentes. Je te laisse compléter, Jean. Il faut bien comprendre qu'au Québec, au Canada, mais en Amérique du Nord, depuis la fin des années 60, tous les cursus pratiquement en création en art sont intégrés à l'université. Donc, on n'a plus de système d'école professionnelle avec les facultés aux côtés. Donc, l'intégration entre les aspects de recherche et de création sont assez intimes depuis 50 ans. Donc, on n'a pas le même contexte. Aussi, il faut rappeler que le principe de l'intégration de la méthode scientifique en art existe depuis Zola, qui revendiquait un roman expérimental. Donc, pendant une centaine d'années, on a eu plein de pratiques expérimentales en art contemporain, en musique, en cinéma, qui prétendaient à suivre une certaine forme de méthode scientifique par l'expérimentation. Donc, ce n'est pas très nouveau. Ce qui est plutôt nouveau, c'est, disons, la reconnaissance institutionnelle des milieux de recherche à la création. Ça, c'est assez nouveau. C'est aussi l'émergence de chercheurs créateurs qui ont des doubles cursus, notamment, chez nous, on a François-Joseph Lapointe, qui a à la fois un doctorat en chorégraphie et un doctorat en sciences biologiques et qui fait du travail entre les deux. On pense aussi aux États-Unis à Trevor Paglen, qui a une maîtrise en photographie, mais un doctorat en géographie expérimentale. Donc, de plus en plus, on voit nouvelles, disons, espèces de chercheurs-créateurs avec des formations qui sont hybrides aussi. Et ça, c'est plus récent et ça risque d'amener des relations interdisciplinaires beaucoup plus rigoureuses et fertiles, probablement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, Julie? Alors, j'ai enlevé mon masque Oui, parce que je suis obligée de l'enlever. Oui, peut-être sur le développement quand même des réseaux art sciences ou des propositions art sciences. Le fait qu'il y ait des doctorats désormais art sciences, par exemple la chaire art et sciences en soutien 5, côté ENSAD et donc Université de PSL, il y a le doctorat SACRE, Sciences, Arts, Création, Recherche. Tout ça, c'est en région parisienne. Alors, effectivement, c'est en région parisienne, mais je crois qu'il y a aussi à Aix-Marseille master ou doctorat. Oui, doctorat. Oui, il y a des doctorats art sciences. Donc ça montre quand même que ça se développe. Et finalement, par exemple, la chaire art et sciences, en fait, quand elle a été créée, il y avait cette idée d'avoir une sorte d'espace commun entre artistes et scientifiques et qui ne soit pas effectivement juste une collaboration avec prosaïquement l'artiste qui peut apporter un côté sensible et le scientifique qui serait uniquement dans la technique, mais au contraire de montrer que le scientifique a une part sensible à exprimer, que l'artiste a aussi des connaissances théoriques à apporter et une analyse et une méthodologie qui sont pertinentes. Et c'est cette coopération en fait pluridisciplinaire ou même transdisciplinaire qui peut émerger. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'appétence pour ces pratiques-là, en fait. Moi, je veux juste ajouter un mot sur la question qui est rarement abordée, en tout cas dans la relation à l'université, qui est peut-être un peu difficile, qui est justement celle des écoles d'art.
puisqu'elles fonctionnent sous système de licence, master, doctorat. Mais en fait, elles sont à la fois dans le champ universitaire, mais encore avec un mode de fonctionnement qui serait encore différent, et que la porosité, en tout cas la rencontre, n'est pas si facile que ça. Et pour d'autres exemples, par exemple, je vais prendre donc un exemple local, qui sont les écoles d'art de Caen-Cherbourg, de Le Havre, Rouen et l'école d'architecture de Rouen, qui ont développé depuis maintenant 4 ou 5 ans un doctorat, et nous-mêmes avec Oblique, avec l'école d'art et avec d'autres stations le Festival Interstice, de développer un laboratoire de recherche et de création au sein de l'école. Et encore une fois, à chaque fois, on travaille également au cas par cas. C'est vraiment des situations tout à fait particulières. Et justement, cette relation de recherche et de création ou de art et sciences, il y a aussi justement ce que je disais au début, une définition, une interprétation qui peut être un peu différente. Est-ce qu'un de vous veut rajouter quelque chose avant qu'on passe à une autre question? Il y a des petits points, si ce n'est de controverse, mais en tout cas, oui, de différenciation. Effectivement, rebondir sur ce que disait Luc, oui, très clairement, effectivement, Jean avait raison de le préciser. En France, on a quand même 2 ministères qui sont concernés par l'art et sciences, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et Innovation. Et effectivement, on voit quand même que pour l'instant, le travail entre les écoles qui sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et Innovation et les écoles qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture se fait pas forcément de manière encore évidente. Et par exemple, le sujet du doctorat, c'est un vrai sujet de friction entre le MESCRI et le ministère de la Culture, parce que voilà, il n'y a pas forcément la même façon d'envisager, par exemple, la restitution, le livrable de la thèse. Donc voilà, c'est un sujet qui est loin d'être résolu. Et effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que l'art et sciences, ça bouge aussi un peu les frontières qu'on a tendance à avoir en France. Ça oblige à bouger les frontières. Est-ce qu'il y a de votre point de vue, est-ce qu'il y a des freins? Enfin, il y en a, mais notamment à la lecture d'un livre récent, d'un essai qui était un peu polémique sur ces questions, qui était très critique sur la relation art-science et qui voyait justement cette relation artistique, cette entrée de l'art dans le champ disciplinaire de la science comme une forme de menace, voire même d'imposture. En fait. C'est plus une remarque qu'une question. Ouais, effectivement, il y a un vrai sujet dont j'ai eu l'occasion de parler il n'y a pas très longtemps sur, par exemple, les faux documentaires. Je sais que j'ai un collègue, Jean-Hugues, qui en parlait la dernière fois. Ça, c'est un vrai sujet de friction parce que jusqu'où on peut aller justement dans la démarche artistique en utilisant de la matière scientifique. Et donc là, effectivement, il y a un sujet là-dessus sur… voilà. Les enjeux ne sont pas forcément les mêmes entre un artiste ou un artiste-chercheur et un chercheur scientifique. Donc effectivement, voilà, là, ça peut vraiment encore créer des blocages et des mésententes. Derrière l'écran, quelqu'un veut réagir ou nous passons à la question suivante, Marie? Moi, je veux bien réagir à ce que disait Julie sur le fait… Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans ces milieux institutionnels, donc j'apprends beaucoup de choses aussi en vous écoutant. Dans ces milieux institutionnels et universitaires, etc., art sciences, mais du coup, peut-être beaucoup plus terre à terre, moi, sur des projets que j'ai eu l'occasion de mener, parce que Julie disait quelque chose que je partage totalement sur le fait qu'on essaye aussi dans ces projets d'aller un petit peu plus loin que l'artiste qui viendrait apporter une dimension émotionnelle ou expérientielle à des projets scientifiques, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant, je mène aussi des projets art sciences avec Makery, et notamment un projet qui s'appelle Art for Med, Art for Medicine. Makery, Marie. Makery qui est à la fois un média et une organisation associative autour de toutes les pratiques d'art numérique, de hacking, voilà, des liens entre art, technologie et société, on va dire, et sciences. Donc à la fois une pratique journalistique, à la fois une vraie pratique de projet de terrain. Et donc ce projet Art for Medicine, c'est des projets croisés en fait entre des artistes et des institutions médicales ou biomédicales. Et ce que je trouve intéressant là dans les premières résidences qui se dégagent, c'est qu'on a vraiment des artistes qui justement vont plutôt soit aller dans un champ de qu'est-ce que la science ne questionne pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les artistes, souvent, ce qui est intéressant avec eux, c'est comment ils racontent les histoires et comment ils parlent d'une histoire qui peut tous
nous toucher justement, etc. Et donc, par exemple, on parlait avec un artiste qui a sa petite sœur qui est handicapée, physique et mentale, et en fait, qui expliquait que toute une partie de sa pratique artistique autour des pratiques médicales do-it-yourself, etc., vient du fait que quand on a dans son entourage quelqu'un qui a un handicap très lourd, on se rend compte qu'en fait, le protocole médical, parfois, il ne convient pas. On ne peut pas le suivre ou on ne va pas le suivre parce qu'on se rend compte qu'au sein de la famille, avec les proches, on trouve d'autres moyens, on trouve d'autres façons de soigner ou d'accompagner et que finalement, on sort en fait un peu de cet encadrement médical. Et en fait, du coup, cet artiste qui est aussi une personne trans et qui travaille sur toute la transformation de son identité, de comment contrôler elle-même sa prise d'hormones de façon très consciente et autonome, en fait, expliquait que du coup, là, elle touche à un sujet où en fait la science répond pas, un sujet scientifique où la science répond pas comme on voudrait, et comment peut-être par des pratiques artistiques, on va essayer de travailler là-dessus. En fait, comment elle va pouvoir raconter ça à travers son art. Une autre des résidences, c'est une artiste finlandaise qui a décidé, donc normalement toutes les résidences, c'est un artiste qui travaille avec un partenaire scientifique. Et elle, comme partenaire scientifique, elle a choisi une personne qui fait partie du peuple des Samis, qui est un peuple autochtone au nord de la Finlande, qui notamment fait beaucoup d'élevage de rennes, etc. Et en fait, elle dit, moi, c'est mon expert scientifique, parce que je considère que la connaissance qu'il a de son territoire, de son environnement, de toute la nature, en fait, la faune, et on parlait du terrestre, etc., du vivant, en fait, dans son terrain, en fait un spécialiste et un expert scientifique. Donc, elle pose un peu la question de est-ce que une personne, donc en plus c'est un peuple indigène qui n'est pas reconnu par le gouvernement finlandais, donc avec beaucoup de vraies dimensions de questions politiques, et donc elle interroge ça, et c'est vrai que je trouve que là on touche à des choses qui vont justement un peu loin dans jusqu'où on peut pousser, et du coup ces débats sur aussi des questions justement de imposture ou pas, et de la défiance dans la science ou pas, je pense que ce sont des questions vraiment passionnantes, et je trouve que c'est vraiment intéressant quand on touche à ce point où les artistes vont aller interroger la science, de l'étirer ou de la remodeler, ou de voir où sont les gaps, en fait, où sont les trous, entre guillemets, et comment on peut aussi, avec des pratiques artistiques, remplir ça ou dire quelque chose à propos de ça. Merci, merci Marie. Julie, vous vouliez rebondir? Je vais essayer d'être courte. Mais ouais. Oui, parce que Marie, quand tu parles de Art for Medicine, ça me fait penser, nous, au travail qu'on a eu avec Aniara Rodado, qui est une chorégraphe d'origine colombienne et qui a commencé un travail au début chorégraphique sur le mouvement des plantes, qui de là s'est intéressée aussi à la botanique, aussi au pouvoir des plantes et du coup au savoir indigène qu'elle connaissait déjà, mais elle va faire par exemple une mission dans une clinique de chamans qui soigne uniquement avec des plantes, et donc elle questionne aussi la science académique. Et en ça, peut-être parfois, ça peut interroger les scientifiques, mais en partant aussi de savoir non académique. Par exemple, après, elle a fait une résidence dans une entreprise, une société de cosmétiques, et elle a fabriqué une crème pour voler. Bon, il y avait une petite ironie, elle s'inspirait en fait des crèmes dites de sorcières, hallucinogènes, mais elle a développé en fait une crème qui est à l'essai, justement pour soigner les parties intimes, par exemple de personnes trans ou de personnes qui ont des cancers de la peau et qui sont très irritées. Et en fait, de par sa vision, son positionnement, en fait, de vouloir exprimer aussi des savoirs non académiques, de critiquer aussi possiblement le côté patriarcal de la médecine et du savoir, elle parle même d'épistémicide, de tout ce savoir des minorités ou des femmes ou des communautés indigènes qui a été nié ou voire volé, parfois avec les brevets. Donc, effectivement, la position de l'artiste peut perturber, mais elle peut être aussi très enrichissante. Alors, j'ai envie de dire, quasiment une première réponse que vous apportez à la question suivante qu'on avait envie de vous poser. Mais je sens, Luc, que tu veux faire un commentaire. Non, pas du tout. C'était justement aller sur la question politique. Oui. Alors, une question politique justement liée à des enjeux contemporains, environnementaux, climatiques, en tout cas sur ces questions d'écologie politique qu'a évoqué Hervé tout à l'heure.
Et peut-être que si avec Céline, on a parlé justement de cette sensation d'être face à un réseau et en tout cas une activité extrêmement vivace, c'est aussi lié à un contexte aujourd'hui d'urgence qui fait que ces pratiques-là, ces rencontres-là sont encore plus importantes et peut-être encore plus dynamiques et plus visibles. Et qu'elles ont donc un rôle politique important. Est-ce qu'on peut dire ça, que les relations art-sciences jouent un rôle politique dans les sociétés contemporaines? Je regarde Olivier, mais vu le frottage de mon Non, temps, il ne va pas y aller. Alors, ça dépend ce qu'on entend par politique. Si c'est pour le lien avec la société, le regard de la société sur le monde de la recherche en France, qui est quand même encore assez cloisonné et quand même parfois très descendant, effectivement, là, pour moi, toutes les œuvres arts et sciences ont cette dimension politique. Après, c'est vrai qu'on a aussi des artistes qui vont travailler sur des sujets qui les passionnent, mais pas dans une perspective de remettre en cause la science ou d'apporter un regard critique sur la société. Donc voilà, ça dépend vraiment aussi de la démarche artistique. Nous, par exemple, dans les appels à projets, on n'a jamais demandé aux artistes d'avoir un positionnement qui puisse critiquer la science ou porter un regard sur la société, etc. On a des sujets qui sont… On a un informaticien qui fait du jonglage, qui s'est associé avec une compagnie de jongleurs pour développer un algorithme pour faire des partitions musicales de jonglerie. Donc, c'est fantastique comme projet, mais c'est vrai que il n'y a pas forcément une dimension politique évidente. Oui, mais du côté de Manuel ou Jean, du côté du Québec, l'exemple, par exemple, que donnait Marie-Julie qui nous fait rebondir sur la dimension politique que peut recouvrir des projets art-sciences. Ça vous dit quoi de votre côté sur cette question? Mais reconnaître d'abord que les artistes ont une expertise et un savoir, c'est déjà quelque chose, mais ça accompagne aussi la reconnaissance des autres expertises qui sont non scientifiques aussi. Donc, ça va ensemble. Donc, il faut vraiment le voir comme une percée qui peut ouvrir d'autres ouvertures aussi. Il ne faudrait pas non plus confondre recherche-création comme une superposée à la démarche art et sciences. Hein. C'est des démarches qui peuvent se croiser, mais qui ne sont pas équivalentes, toujours, mais qui vont bien ensemble, on s'entend. Donc, il faut vraiment faire la distinction dans les deux cas. Mais je pense que la reconnaissance des arts comme autre savoir a un impact sur l'ensemble de l'ouverture à des savoirs qui seraient moins, disons, institutionnalisés. Manuel? Oui, effectivement, je vais rajouter à ce que vient de dire Jean, que les relations art-sciences sont, même au sein de l'institution, sont des relations fortement déjà hiérarchisées par des notions d'autorité et validité de certains savoirs par rapport à d'autres. Et au-delà des relations des disciplines artistiques et des disciplines scientifiques, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment un questionnement des relations hiérarchiques entre des formes de savoir, entre forms of knowledge, incluant celles qui ne sont pas institutionnalisées. Et c'est dont parlait Julie avec l'exemple du travail de Anyara et Marie-Albert aussi à propos de l'exemple de la Finlande. Et en fait, on a souvent jusqu'à présent parlé des disciplines en tant que silos, et je pense que c'est toujours une idée à garder en tête que ce sont pas l'idée des silos, elle est vraiment pas adaptée. Des silos sont alignés les uns à côté des autres, alors que les disciplines et les formes de savoir sont effectivement dans les institutions et même dans la perception publique hiérarchisées. Et donc, c'est dans la déconstruction de cette hiérarchie des formes de savoir que se joue le politique quand on parle d'art-sciences. Hervé Perard, peut-être t'entendre sur… pardon. Hervé, tu nous entends? On t'a perdu, on voit derrière, on voit ton oreille et on ne t'entend pas. Parce que j'aurais bien aimé t'entendre rebondir, mais du coup, il faut que tu mettes ton micro.
Ça marche plus, Hervé? Bon, ça marche plus. C'est dommage, on reviendra peut-être après, mais je pense que la question d'après pourra te concerner aussi. Je ne sais pas si Marie, tu souhaitais rebondir ou tu as quand même un peu répondu à la question dans ton intervention précédente tout de même. Pour rebondir sur ce que dit Manuel, je sors un peu des champs, enfin, pas vraiment en fait de la science académique, mais pas tant que ça. Moi, j'aimais bien ce que dit le directeur des laboratoires de Sony à Paris, qui est professeur de, je vais dire une bêtise, donc je ne sais plus, mais qui est... je ne sais plus quel doctorat il a, mais en gros, voilà, il travaille au laboratoire de Sony sur toutes les questions d'intelligence artificielle, notamment appliquées dans plein de domaines, la musique, mais aussi l'agriculture urbaine, la ville de demain, etc., et tous les scénarios spéculatifs qu'on peut faire avec l'IA. Et lui, il dit que, enfin, j'aime bien sa façon de voir aussi les collaborations entre art, sciences et aussi ingénieurs, c'est de dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est face de plus en plus à des problèmes très complexes, notamment parce qu'on a voilà, des problèmes qui sont régis de plus en plus par des technologies aussi derrière qui sont très complexes, que les avancées scientifiques sont très, très complexes également, etc. Et il dit, voilà, là où... du coup, ce qui est intéressant, c'est de réunir des gens sans passeport, il dit autour de la table, donc soit des architectes, des artistes, des scientifiques, des designers, etc., et de se mettre ensemble autour de la table pour résoudre des problèmes communs et pour se dire comment le fait que justement on ait toutes ces visions va ouvrir l'espace des solutions possibles. Parce que peut-être que si on n'était qu'avec des scientifiques, on aurait cet espace-là, solution, mais là, il dit, on va en fait trouver des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer, concevoir ou voir. Donc on est vraiment dans l'invention, je trouve, et je trouve ça assez beau de dire en fait qu'on va créer des choses qu'on n'est même pas capable de voir aujourd'hui parce que justement on va réunir ces différentes visions. Et là on sort complètement des problématiques, je pense, plus académiques, etc. parce qu'on est aussi dans là un laboratoire de terrain qui répond à des problématiques très concrètes. Donc faire des scénarios spéculatifs sur la mobilité dans la ville de Paris dans 20 ans. Voilà. Et là, on va mettre des artistes autour de la table. On n'est pas sur de la recherche fondamentale, on est sur de la recherche très appliquée et enfin voilà. En tout cas, je trouve son discours est assez intéressant. Est-ce que j'ai récupéré le mais son? oui, mais c'est merveilleux. Ah, formidable. Hervé, te voilà de retour. Donc, je veux bien, oui, réagir par rapport à ça. C'est vrai que moi, le regard que j'ai sur cette question politique et pas du tout politicienne, c'est que c'est vrai que les artistes renouvellent quand même beaucoup leur langage, leur vouloir dire, le sens de leur dialogue avec la société. Avec la société civile, en s'immergeant, en échangeant vraiment ce qu'ils peuvent partager avec la population. Il y a quelques points de croisement qui sont intéressants et ça c'est quand même relativement différent de la démarche des scientifiques qui sont beaucoup plus dans des cursus long avec des recherches relativement dans des espaces un peu plus fermés, que l'artiste il a quand même besoin constamment de se renouveler de ce contact avec le public et la société. Il emprunte aussi à un mouvement qui a existé, qui existe toujours un peu, qui sont un peu les sciences citoyennes et comment comprendre les choses, comment intervenir dans le domaine des sciences. Ça me paraît important et ils ont cette capacité à investir des territoires qui sont nécessaires pour construire un sens commun. Il y a un ami qui avait construit un dispositif à la région Île-de-France qui s'appelait Partenariat institutions citoyens pour la recherche et l'innovation. On laisse de côté l'innovation qui n'est pas très, très intéressant, mais ce qui était intéressant, c'est que ces dispositifs-là, qui étaient pour travailler sur ces notions de sciences citoyennes, ont été très investis par les artistes, très, très investis. Il y a beaucoup
de projets déposés par les artistes. Et les artistes ont une sorte de recherche intuitive. Et là, on n'est pas dans la recherche scientifique, on est dans la recherche d'être en prise avec la société tout le temps. Et ça, c'est, je trouve, un des points assez positifs. Et de ce point de vue-là, à mon sens, ce qu'on a vu exploser ces dernières années, c'est la façon dont ils voulaient parler vraiment du problème, écologique, du problème de la compréhension des enjeux sur les sciences du terrestre. Et ça, c'est vraiment, je crois, un des intérêts de ce croisement. Sur la problématique, parce que nous, quand on fait nos rencontres à Avignon, on fait quand même depuis 5-6 ans, quand on fait nos rencontres à Avignon, on est toujours au cohabite avec les rencontres. Vous m'entendez? Oui, oui, les rencontres, je précisais que quand tu disais les rencontres, c'était les rencontres du réseau Trace. Les rencontres du réseau Trace, oui, pardon, merci. On cohabite avec les rencontres de la recherche en art du réseau ANR, donc l'Agence nationale pour la recherche. Et en fait, on voit tout l'écart qu'il y a dans notre démarche, qui est effectivement, on a des démarches qui s'écrivent dans des formats plus académiques, qu'on arrive à nommer dans des discours académiques, alors que le travail qu'on va mettre en avant beaucoup plus est comment rester en phase. Comment rester en phase, et pour ça, c'est vraiment très intéressant. C'est quand même une revendication assez extraordinaire dans la période où on est, où la science est remise en cause, que finalement les artistes aillent au-devant de la science pour construire avec eux des langages. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort, c'est une révolution culturelle et universitaire qui se passe, et qui est vraiment, je crois, un des atouts du mouvement culturel actuellement. Merci Hervé. Bon, il est déjà 19h36. Un sujet qu'on avait envie d'aborder avec Luc, et puis c'est un des intitulés de cette table ronde. On l'a vu à travers les présentations des différentes instances, réseaux, organisations, associations dans lesquelles vous intervenez les uns et les autres. Il y a beaucoup d'imbrications, mais il y a beaucoup en réalité d'endroits de partage et de porosité. On voit que la question de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité est vraiment à l'œuvre dans les différents réseaux. On va résumer comme ça auxquels vous participez. Une des questions qu'on se posait avec Luc, c'était en effet comment marchent ces différents réseaux, comment marchent ces différentes instances. Et puis, en préparant, Marie-Albert a posé une question que je trouve vraiment très intéressante. Alors, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. À partir du moment où un des intervenants a une question très intéressante, autant la partager avec les autres intéressants. Et Marie disait, alors tu vas peut-être pas répondre tout de suite, Marie, on va laisser répondre les autres, et puis après tu nous diras, tu préciseras ce que tu voulais dire par là. Est-ce que aujourd'hui, sur ces questions de réseau et d'instances pour faire avancer un sujet aussi complexe que celui art sciences ou même recherche-création, est-ce qu'il n'est pas plus nécessaire de parler, de faire communauté plutôt que de faire réseau? Alors, je vais quand même lancer la balle à Julie. Je vous regarde, j'essaie de vous préparer un peu. En tout cas, sur la question de faire communauté, en s'appuyant peut-être sur l'exemple d'Exoplanète Terre, et puis si jamais aller peut-être chercher Hervé Perra pour un coup de main sur cette question de faire communauté. Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Oui, bien sûr, ça parle, mais je pense que la communauté, c'est sur le fond, et sur la forme, ça peut prendre la forme de réseau, ça peut prendre la forme d'alliance. Peut-être alliance serait plus juste. En tout cas, il y a des intérêts communs. Mais en fait, finalement, pour rebondir avec la question précédente, par exemple, la chaire Arts et Sciences a été créée vraiment avec l'idée par la Fondation Carasso dans le programme Art Citoyen, avec l'idée qu'on puisse vraiment faire le lien d'une façon plus verticale entre les scientifiques, les artistes, les citoyens. Et finalement,
de provoquer ces décloisonnements qui sont nécessaires pour répondre, et ça reprend la remarque de Marie, à des enjeux qui sont beaucoup plus complexes ou trop complexes pour être traités juste peut-être par une discipline ou une thématique. Et donc, moi, je dirais sur cette communauté, il y a à la fois une communauté d'intérêt et en même temps le souhait de faire communauté ou de rétablir du commun avec les citoyens qui ont aussi des savoirs, avec les scientifiques qui peuvent peut-être comme ça sortir un peu, je n'ai pas de terme de zone de confort dont on parle tout le temps, mais en tout cas d'expérimenter des sujets ou des pratiques du côté du sensible auxquels ils sont moins habitués. Olivier, sur cette notion de plutôt communauté que réseau, peut-être que c'est aussi une manière de faire le pas de côté par rapport à des logiques de gouvernance, par exemple, parce que quand on anime un réseau où il y a beaucoup de monde autour de la table, qui décide? Alors, pour moi, qui dit communauté dit destin commun. Donc, c'est peut-être l'objectif auquel on doit arriver. C'est vrai que pour l'instant, de mon point de vue, de ce que je vois dans les universités, on en est encore loin parce que, par exemple, le destin des chercheurs et des artistes extérieurs à l'université ou effectivement, peut-être certains qui suivent des parcours de recherche-création n'est pas le même. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais il y a vraiment un enjeu autour de la reconnaissance de ce genre d'activité dans la carrière des chercheurs. Là, effectivement, ce que dit Hervé par rapport aux échanges qu'il peut avoir avec l'ANR ne me surprend pas tellement. Ouais. C'est vrai que voilà, là, il y a vraiment une difficulté pour nous, c'est-à-dire que nous, en tant que service culturel universitaire, on va avoir déjà des enjeux à court terme qui vont être de faire en sorte que les scientifiques universitaires puissent continuer à travailler sur ces sujets à sciences et qu'on puisse développer des programmes de recherche-création parce que c'est loin d'être acquis encore dans les universités françaises. Ouais. Oui, donc sur la question de la communauté, il y a encore… Voilà, donc là, nous, pour l'instant, on fonctionne beaucoup en réseau parce que justement, on connecte des petites structures qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Voilà. On a un enjeu de définition déjà, d'arriver à parler le même vocabulaire. Ça, c'est compliqué aussi. On voit bien là, entre art-sciences, recherche-création. Recherche-création, c'est aussi sur la méthodologie. Ouais. Et art-sciences, ça concerne aussi les sciences sociales. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde non plus. C'est peut-être ça, on est plus dans la structuration. Mais pour finir là-dessus, je passe la parole peut-être à Hervé, qui, avec Siana, fait partie aussi d'Exoplanète Terre. Exoplanète Terre, au départ, c'était une initiative née de points communs, justement, autour de thématiques et de préoccupations. Et on l'a transformée en réseau, mais de façon très informelle. On n'est pas encore constitué en association. Oui. C'est collégial, enfin, il n'y a pas une gouvernance. On souhaite une gouvernance, justement, très souple et très commune. Ouais. Hervé, peut-être quelques mots par rapport à ça, puis après, du coup, on demandera à Marie… finalement, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là quand elle a posé cette question sur les logiques de communauté plus que réseau ou réseau plus que communauté. J'entends bien, pour moi, Trace essaye de penser les réseaux. Et c'est pour ça que ça s'appelle transversal des réseaux art-sciences, parce que c'est la façon dont les gens arrivent à construire des systèmes de ramification sur des territoires, bien souvent, ou sur des territoires théoriques. Moi, je trouve personnellement, bon, ça sera un débat entre nous bientôt, que Exoplanète Terre est plus une communauté. Une communauté qui est plus une communauté de gens qui disent, mais c'est très bizarre parce qu'en fait, on passe notre temps à chercher ce qui nous rassemble. Et c'est passionnant parce qu'en fait, je veux dire, on ne cherche pas à se rassembler en se ressemblant, on cherche à se rassembler en sachant comment on est complémentaires. Et on a beaucoup de… on a beaucoup de mal à s'ouvrir parce qu'en fait, je veux dire, on explore ça et on voit la différence entre… Enfin, la différence entre la scène de recherche, certains appels à projets et Siana est vraiment énorme. Et malgré tout, on s'efforce de trouver le langage commun. Et c'est dans cette recherche-là du dialogue que je dis qu'on fait communauté. On a des temps de construction de projets qui sont très tâtonnants. Il n'y a pas d'évidence entre nous. Et c'est dans ce sens-là, je trouve qu'on fait communauté. Alors, il y a certainement un attachement commun à
une certaine idée, oui, de art science et puis une certaine façon de penser comment on construit une sorte de morale ensemble, une sorte de morale de travail. Ça me fait un peu bizarre. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais voilà, mais je propose ça en tout cas comme hypothèse de réflexion. Ça fait des hypothèses. Marie, et après on a un invité surprise que je vous réserve. Marie, alors, communauté, comment faire communauté plus que réseau? J'ai adoré cette question. Vu que je te l'ai posée, c'est que je n'ai pas la réponse, Céline, malheureusement. J'espérais que tu bosserais, que tu nous ferais une réponse. Non, moi je disais ça plutôt parce que du point de vue en fait aussi de mon expérience avec la Commission européenne et du programme START, où on s'est aussi rendu compte à un moment qu'on pouvait déployer beaucoup de choses en termes de moyens financiers, en termes de visibilité, en termes de discours sur l'intérêt d'avoir des artistes dans des projets scientifiques et des projets de recherche et des projets d'innovation aussi pour le cas de START, etc. Mais que tout ce cadre, en fait, n'était pas forcément suffisant et qu'à un moment, ce qui allait faire que, entre guillemets, les gens allaient... qu'on n'allait pas être juste dans un truc top-down d'un programme qui vient englober une série d'initiatives ou qui vient proposer des choses, mais qu'on allait aussi être avec des artistes qui demain allaient dire oui, moi je me reconnais dans cette dynamique de collaboration art sciences technologie, je me reconnais dans ces projets de comment on pense à l'innovation et au futur d'une façon plus critique ou plus inclusive, etc. Et bien qu'en fait, il fallait qu'on ait des ambassadeurs ou des success stories ou des choses à montrer très concrètes pour que ça apprenne. Et c'est un peu ce que disait Olivier, je crois, quand on disait qu'on y avait un chercheur qui candidate à un projet, l'année d'après, il y en a 4 parce que voilà, ça fait un peu cet effet boule de neige et je pense que ça, c'est un travail très un petit peu de fourmi aussi, de ne pas rester dans notre bulle, de s'adresser toujours aux mêmes artistes qui sont déjà dans ces milieux art sciences, ou aux artistes qu'on connaît, aux chercheurs qu'on connaît déjà, aux labos qu'on connaît déjà, mais d'essayer de vraiment... pour moi, c'est un travail que nous, on a à faire aussi, d'élargir en fait ces réseaux-là, de les ouvrir à des artistes qui sont peut-être pas encore familiers de ces notions, qui travaillent peut-être pas encore avec des chercheurs ou des scientifiques, et pareil, de montrer à des scientifiques que c'est aussi possible d'expérimenter des nouvelles pratiques. Et ça, pour moi, c'est faire une communauté, c'est-à-dire on est moins dans les dispositifs, on est plus dans les gens et comment on fait travailler les gens ensemble, en fait. Oui. Alors, juste avant d'écouter, parce qu'on vient de me dire dans l'oreillette qu'on va écouter l'invité surprise, je voyais Jean qui hochait de la tête au Québec sur ce que se disait Marie. Est-ce que Manuel ou Jean, vous souhaitiez réagir, revenir, peut-être rebondir sur cette notion entre communauté et réseau à partir d'hexagrammes? Bien, écoutez, quand on dit communauté face à réseau, on parle plus d'individus, de personnes, plutôt que de structures. Et on oublie souvent que les rapports art et sciences sont des rapports qui ne fonctionnent pas toujours. Il y a beaucoup d'écueils. Donc, il faut, avant de se lancer avec des attentes qui sont souvent démesurées de ces relations-là, il faut comprendre qu'il y a des malentendus souvent qui sont à l'origine des relations. Souvent, les scientifiques vont avoir une vision de l'art qui est schématique, autant que les artistes vont avoir une vision de la science qui est schématique. Et ça va créer justement des décadrages pour l'un et l'autre. On va demander souvent aux artistes d'embellir la science avec des contrats d'embellissement cognitif, tandis que les artistes vont souvent aller chercher dans la science une forme d'instrumentalisation du savoir pour appuyer ou légitimer une cause ou du militantisme. Et les scientifiques sont souvent beaucoup plus, critiques par rapport à leur savoir que souvent les artistes le sont. Moi, ce que j'aime bien, là, je vais citer François Lyotard, où à travers l'antagonisme aussi, d'éviter les antagonismes entre artistes et scientifiques peut être un problème parce qu'il peut y avoir des très beaux malaises réflexifs qui naissent de ces relations-là. Donc,
de vouloir faire des relations qui seraient un peu peut-être trop ingénues entre les artistes et les scientifiques. On pourrait perdre aussi des découvertes peut-être plus fondamentales. Merci. Je terminerai juste par dire qu'il y a un aspect, quand on pense à ces grands réseaux et aux dynamiques de réseau autour de l'art science, et ça, je l'ai observé au sein de la chaire Arts et Sciences en 2018-2019, et je pense que ça s'applique aussi au réseau Hexagramme. Ce qu'on observe, c'est au sein de cette large communauté, il y a des corridors de pratique qui se développent. Plutôt que des communautés de pratique, il y a des corridors, donc des associations de personnes autour de sujets et autour de types de connaissances qui se renforcent au fur et à mesure qu'on élargit le réseau. Et c'est-à-dire que dans le grand groupe des arts et dans le grand groupe des sciences, ce n'est pas toutes les disciplines artistiques qui s'associent à toutes les disciplines scientifiques. Donc, il y a des affinités qui se développent entre certaines personnes à cause des objets dont ils traitent, des objets en commun. Et donc, on voit émerger des associations de personnes, de groupes, d'institutions, et on voit tracer justement, je trouve que l'analogie des corridors est comme la plus adaptée, ce qu'on remarque si on pense justement aux dynamiques de réseau autour de l'art et de la science. C'est une belle image. Merci, Manuel. Alors, si je dis Marc Dondet, m'entends-tu? Oui, j'entends bien. Oui, bonsoir Marc, merci. À la magie du direct, on peut accueillir Marc Dondet comme invité surprise. Je te laisse te présenter et nous dire la raison pour laquelle tu voulais intervenir. Oui, mais merci beaucoup. Merci Céline et merci à tous. J'écoute vraiment ces échanges avec beaucoup d'intérêt. Je les partage avec plusieurs d'entre vous assez régulièrement et je voulais commenter rapidement sur 2-3 mots sur la question de la communauté précisément. Je pense que… Peut-être que tu peux te présenter pour que tout le monde… Oui, pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis directeur artistique de la scène de recherche de l'École normale supérieure Paris-Saclay, qui est une plateforme de recherche-création dont le but est de susciter, encourager, accompagner le travail d'expérimentation des artistes, des chercheurs, et avec une vision d'intégration des communautés citoyennes. Et on a la chance de s'appuyer sur un théâtre professionnel, ce qui est assez rare en soi, et en particulier avec cette mission d'expérimentation, et en plus dans un environnement scientifique, celui du plateau de Saclay, qui est la première communauté d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs et de laboratoires scientifiques en France. Sur la question de la communauté, je dirais qu'il y a plein de modalités différentes, mais pour rebondir sur ce qu'évoquaient Hervé Perrard et Olivier Kahn, le sens du destin commun, je pense que ce qui singularise beaucoup d'entre nous, c'est la question du projet. Et c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois sur un seul et même projet, parfois dans des affinités à 2 ou à 3 sur plusieurs projets distincts. Et il y a une vraie dynamique qui s'installe autour de cette question. C'est vrai que c'est assez contradictoire, par exemple, avec la notion de représentation. Par exemple, le réseau exoplanétaire n'a pas une vocation de représentation. Et ça nous amène vers un deuxième terme qui est derrière le terme de projet, qui est la question du mouvement. Je pense qu'on réussit à éviter entre nous des questions de position, des effets de niche, des effets de sectorisation, précisément parce qu'on travaille sur du projet. Et puis le dernier élément que je voudrais dire, c'est que je pense que toujours dans cette même idée de dynamique, on est dans un flux, ce qui nous engage dans des conversations, des échanges compliqués avec les institutions, mais je pense que cette notion de flux est très importante parce qu'elle nous amène à nous intéresser à des processus, à la manière dont art, sciences, technologie, société, numérique interagissent. Et à cet égard, il y a quelques mots qui sont un peu des mots-clés, un peu des mots frontières, qui peuvent répondre en partie à une question qui était posée, qu'est-ce qui distingue la démarche artistique et la démarche scientifique? Je pense qu'il y a des mots frontières
sur lesquels on se retrouve, qui sont, par exemple, le mot risque, avec le mot échec, le mot enquête, le mot observation. Chacun déclinera ensuite, s'il est artiste ou scientifique, dans son propre langage de symbolisation, de cristallisation, de représentation, comment il opère un arrêt sur image sur ce flux. Mais ce qui nous rejoint, c'est dans notre rapport au monde, la manière dont on déploie des outils analytiques et des langages différents pour capter ce flux et le repartager. Dans ces autres mots-clés, je rajouterai la question des lieux, par exemple, l'endroit où ça se passe. Ça, c'est très important. Je rajouterai bien sûr la question du langage qui a été évoquée tout à l'heure. Voilà, donc je voulais juste signaler cet effet de dynamique qui est peut-être ce qui est le plus entraînant dans une communauté. Merci beaucoup Hervé. Alors en effet, comme tu es derrière ton ordinateur, tu as eu accès au chat dans lequel il y a une question qui a été posée. Je vous précise par rapport à la question, il l'a évoqué, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vais vous la redonner, qu'il est 19h55. Ça veut dire qu'en fait, on a 5 minutes pour répondre à cette question, plus faire un petit mot de la fin, plus remercier. Donc, je vous livre la question. Je vous propose de choisir entre vous lequel va répondre. Et la question est, quelle est la différence entre démarche artistique et démarche scientifique, ou recherche artistique et recherche scientifique? Donc, démarche artistique et démarche scientifique. Donc, alors voilà, je vois tout le monde qui se regarde avec consternation, se disant, mon Dieu, mais comment on va faire pour répondre à cette question en l'espace de 2 minutes chrono? Moi, je vais désigner quelqu'un de façon tout à fait arbitraire, même s'il ne me regarde pas, Olivier, un mot à partir quand même des deux endroits, de comment distinguer, comment on distinguerait en quelques mots. Marc a donné quelques indices. Effectivement, je pense que le lieu et la position sont fondamentales pour déterminer aussi la démarche, le cadre d'action. C'est le contexte, en fait. Pour moi, le contexte est important. Et vous êtes d'accord, Julie? C'est tout à fait juste là-dessus. C'est très dur d'y répondre. Il y a beaucoup de points communs, mais une anecdote que m'avait faite un artiste, c'est qu'il me disait, moi, je vais avoir une intuition, je vais la suivre et je vais lancer un projet. Et je vais réfléchir après, théoriser, ou en faisant, je vais en tirer des connaissances. Alors qu'à l'inverse, possiblement, un scientifique, il va mettre 20 ans à prouver son intuition première. Parce que beaucoup de recherches scientifiques sont nées aussi, on ne s'engage pas dans une recherche scientifique complètement par hasard non plus. Donc, ça peut être une sorte de réponse. Une forme de réponse. On va clôturer. Je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, cette dernière question, ce sera peut-être l'occasion d'imaginer et de faire un autre webinaire proposé par le réseau ACNUM. Celui-ci, vous pouvez le retrouver sur le site de acnum.org. Luc, je me tourne quand même vers toi. Est-ce qu'après avoir ouvert avec des questions, tu souhaiterais avoir un mot de conclusion de cette heure et demie? On n'aura pas le temps d'aborder la question, mais c'était sur celle de l'après et des attentes et de qu'est-ce que nous pourrons construire ou mettre en place dans ce cadre-là. Et puis, puisque depuis 3 jours, nous étions dans le cadre de la vitrine Electra avec la délégation générale du Québec et la présence d'Hexagram, et aussi ces relations-là, notamment entre la France et le Québec, mais je pense peut-être de manière encore plus large. Mais de fait, on a une relation privilégiée entre la France et le Québec, donc parlons de ça. Et c'est aussi d'être en capacité de pouvoir collaborer et travailler à des échelles qui ne sont pas que franco-françaises. Oui, exactement. Ça sera peut-être aussi l'objet d'ailleurs éventuellement d'un autre webinaire pour ouvrir sur des questions, sur des logiques internationales, même si grâce à Manuel et Jean, on l'a fait. Merci à vous d'ailleurs, Jean et Manuel, de l'autre côté, du Québec. Merci Marie-Albert, je te félicite pour les 2 guitares derrière, c'est juste parfait. Merci beaucoup Hervé de ta participation et de tes éclairages avec toutes ces casquettes qui doivent un peu peser lourd de temps en temps sur ta tête. Et puis alors évidemment un grand merci à Julie Sauré et Olivier Kahn d'être venus ici à La Rochelle en même temps
C'est pas non plus. Merci de nous accueillir, n'est-ce pas? C'est quand même juste fantastique d'être ici. L'autre merci que je vais formuler, c'est évidemment pour les francophonies de La Rochelle qui nous ont accueillis dans ce lieu qui a été vraiment bien pratique pour à la fois ce webinaire ce soir et puis le webinaire qu'on a proposé aussi hier soir. Évidemment, un énorme merci à l'équipe du Festival 01, les étudiants qui à la fois proposent ce festival qui est formidable. J'ai eu l'occasion d'aller voir les œuvres, de faire le parcours cet après-midi. C'est vraiment très réussi. Bravo et vraiment bravo pour votre accompagnement sur ces deux webinaires. Ça a été précieux. Vous avez été vraiment super. Évidemment, un grand merci à Diego Jarac. Le réseau ACNUM est content d'avoir pu proposer ce webinaire qu'on retrouve une fois de plus sur le site internet de acnum.org. Et avant de rendre l'antenne, je dirais bravo à Léa Conrad et à Mathilde Nourrisson-Moncé qui ont préparé comme il faut ce webinaire. Et puis merci à toi, Luc, de m'avoir accompagné pendant cette heure et demie. Très bonne soirée à tous. Ce soir, il n'y a pas d'annonce, du coup, c'est super. Je pense qu'elles ont eu lieu déjà. À bientôt, au revoir. Merci.